Et Genève accueillait de nouveau ce matin les pourparlers sur l'Ukraine. Ukrainiens et Russes ont repris les discussions sous médiation américaine, des négociations qui se sont achevées finalement assez vite, beaucoup plus rapidement que la veille. La veille, 6 heures d'échanges menés à huis clos au sein de l'hôtel intercontinental, vous le voyez ici. Et alors, à l'issue de la séquence, évidemment, tout le monde y est allé de son commentaire. On a entendu dans un premier temps les Américains. Steve Witkoff nous parlait de progrès significatifs entre les Ukrainiens et les Russes. Un ressenti propre aux Américains seulement, parce que quand on entend Karim et la partie ukrainienne et la partie russe, on comprend que la route est encore longue. Oui, c'est vrai, les Ukrainiens comme les Russes étaient d'accord sur une seule chose, c'est que cette nouvelle salve de négociations, c'était sous le signe de la tension et des difficultés à trouver un terrain d'entente. C'est vrai que c'est un peu paradoxal d'entendre Steve Witkoff expliquer que, il y avait des progrès significatifs, mais lorsqu'on s'arrête un petit peu sur le message qu'il a publié sur X, lui, les progrès significatifs, c'est déjà que Donald Trump ait réussi à rassembler autour de la table des négociations Russes et Ukrainiens. Ça peut sembler bien léger, tant les ambitions sont grandes pour tenter de parvenir à la paix. Côté russe, on a expliqué que ces discussions ont été difficiles mais professionnelles. Vous l'avez dit, ça s'est achevé au bout de 2 heures avec un petit flottement. On s'est demandé si les discussions allaient reprendre dans l'après-midi. Il y en aura à nouveau, on ne sait pas encore quand. Mais en tout cas, pour Volodymyr Zelensky, les Russes, encore une fois, cherchent à gagner du temps. C'est là leur seul objectif. Il a souligné aussi la nécessité que l'Europe puisse véritablement accompagner ces discussions de paix, qu'elles soient présentes dans le processus. Alors, il y avait bien des Européens, ils n'ont pas participé aux discussions, mais Allemands et Français notamment ont eu en quelque sorte un petit résumé du peu d'avancées qu'il y a eu aujourd'hui. En tout cas, ces négociations achoppent toujours sur les mêmes questions, celle du territoire, celle des territoires notamment de Donetsk, que les Russes voudraient voir tomber dans leur escarcelle, dans leur intégralité, même les zones encore contrôlées par les Ukrainiens. Pour Volodymyr Zelensky, c'est une ligne rouge infranchissable. En tout cas, le président ukrainien s'est ému d'entendre Donald Trump, encore une fois, exiger un certain nombre d'avancées côté ukrainien, ou en tout cas de concessions côté ukrainien, en ne demandant finalement rien à la Russie. Et c'est sans doute pour ça que Volodymyr Zelensky voudrait que les Européens soient plus impliqués dans ces négociations pour tenter de rééquilibrer un jeu où, à 3, l'Ukraine est en minorité. Des discussions, il faut le rappeler, menées en marge de cette guerre qui est toujours aussi intense sur le terrain. On va voir quelques images. L'armée russe a encore lancé une attaque massive de drones la nuit dernière, qui a fait état d'un tir de missile balistique, de 126 attaques de drones au total, une centaine d'engins qui ont été interceptés. Quand on regarde l'intensité de cette guerre, on ne s'imagine pas vraiment que la paix va être signée demain, Karim. C'est vrai, c'est devenu un petit peu la marque des Russes de bombarder massivement, notamment les infrastructures énergétiques ukrainiennes, de façon encore plus violente et de façon encore plus forte au moment des négociations, à chaque veille de négociation ou parfois même pendant les négociations. Des centaines de drones, voire des missiles balistiques, comme vous venez de l'évoquer, frappent parfois des zones habitées, des zones civiles, mais surtout des infrastructures énergétiques au cœur de l'hiver. Alors, ce qui est intéressant, c'est que l'armée ukrainienne a repris ces derniers jours un peu de territoire, à peu près 201 km². Ça n'est pas énorme, mais en quelques jours, elle a repris autant, quasiment autant que ce que les Russes ont pris en un mois. Notamment, il y a quelques semaines, les Russes étaient parvenus à prendre 244 km², mais il leur a fallu un mois. Alors, conséquences militaires, les conséquences militaires pour les Russes sont sans doute liées à un aspect qu'on va évoquer dans quelques instants, le fait qu'il n'ait plus accès à Starlink, et ça désorganise la chaîne de commandement et les capacités de frapper les Ukrainiens. En tout cas, on ne peut pas parler de contre-offensive du côté ukrainien. Ce sont surtout on reprend du territoire, notamment dans une zone tampon, une zone grise, et on va découvrir une carte qui montre un petit peu ce front où on s'aperçoit que ça concerne à peu près 60 km de la ligne de front. Alors en rose, c'est la zone qui est contrôlée
par les Russes. En bleu, la zone contrôlée par les Ukrainiens et une zone tampon où se joue ces dernières heures une contre-offensive ukrainienne relativement limitée. Alors c'est un carrefour un peu stratégique parce que là on est entre l'oblast de Zaporizhia, celui de Donetsk et celui de Dnipropetrovsk et c'est dans cette zone-là que les Ukrainiens sont en train de repousser un peu les Russes et de donner un peu d'oxygène à la population qui vit dans la région. Alors on ne peut pas parler de contre-offensive, mais c'est un signe tout de même que côté russe, eh bien, on piétine un peu dans cette zone. On vous donne régulièrement ici sur France 24 des nouvelles du terrain et on tente de documenter au mieux cette guerre. D'ailleurs, on vous prépare une journée évidemment spéciale la semaine prochaine, mardi 24, jour où nous entrerons dans une 5e année de guerre avec un reportage inédit qui nous vient donc du front et qui nous témoignera aussi de cette nouvelle façon de faire la guerre parce qu'aujourd'hui, la guerre a complètement changé de visage. On fait la guerre à coups de drone, hein. On fait la guerre à coups de drone et ces dernières semaines et même ces dernières années, ça fait un petit moment que les drones sont devenus omniprésents dans cette guerre. Eh bien, on les utilise massivement, on l'a vu côté russe, mais également côté ukrainien pour frapper des zones relativement éloignées à l'intérieur du territoire russe. Et les Russes, depuis quelques mois déjà, eh bien, avaient acquis des terminaux Starlink. Starlink, donc cette société qui appartient à SpaceX, de Elon Musk. Alors, je vous ai ramené un petit terminal Starlink, c'est tout petit, ça se déploie très facilement sur le terrain. On se doute pas que ça ressemble à ça finalement. On se doute pas forcément que ça ressemble à ça. C'est Éric Devoisin qui fait attention à chaque fois qu'on part en mission d'avoir l'équipement qu'il faut, qui nous l'a prêté. Notre monsieur Prod. Monsieur Prod, et c'est ce qui a permis aux Russes de frapper de façon toujours plus précise, parfois des objectifs en mouvement ces derniers temps, et les Ukrainiens s'en sont émus. Ils ont demandé à Elon Musk de couper l'accès à Starlink aux Russes, et c'est sans doute ce qui explique ces derniers jours la petite contre-offensive des Ukrainiens, puisque ça a profondément désorganisé les capacités des Russes à utiliser ce réseau pour finalement permettre que leurs drones puissent frapper de façon précise. Ces drones qui, grâce à Starlink, qui a déployé de très nombreux satellites en orbite basse, réussissaient à toucher de façon extrêmement précise des cibles même en mouvement. Alors dans cette guerre des drones, on voit bien que les Ukrainiens tentent de profiter un peu de ce faible avantage qu'ils ont pris ces derniers jours. Ils ont visé une usine du côté de la Russie qui fabrique des antennes qui sont capables d'échapper aux brouilleurs ukrainiens. On a vu aussi que côté ukrainien, on a décidé de sanctions contre Loukachenko, le dirigeant biélorusse, qui est un allié de fait de la Russie, le territoire biélorusse où ont été déployés un certain nombre de relais qui permettent justement aux appareils russes de frapper les infrastructures énergétiques dans cette région du nord de l'Ukraine. Donc, comme quoi ça tient à pas grand-chose, hein. C'est intéressant de voir à quoi ça ressemble finalement, hein. Moi, je ne me serais absolument pas douté, ça rentre dans un sac à dos, Benoît. Et c'est devenu le nerf de la guerre. Et c'est devenu l'air de la guerre, effectivement. Merci beaucoup, Karim Yayaoui, pour nous avoir décrypté cette séquence diplomatique et nous avoir amené au concret, au terrain. On va vous parler